écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Bionic, une gamme de produits certifiés biologiques. Issue notamment de la récupération des résidus marins des pêcheries de la Côte-Nord, la gamme Bionic propose des engrais 100% naturels, des algues marines liquides et un compost forestier et marin. Les engrais Bionic conviennent aussi bien pour les fruits, les légumes, les fines herbes que les fleurs annuelles, ainsi que les plantes d'intérieur. Produite à 100% au Québec, la gamme Bionic assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionic est distribué par Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans. Salut tout le monde, bienvenue à Radio Légumes et compagnie. Bonjour, Monsieur Bertrand. Bonjour, Madame Janine. Quel bon vent vous amène? Le vent du potager? Le vent du potager. Ça sent la bonne terre. Oui, hein? oui, ça sent la bonne terre. Bertrand, tu nous proposes aujourd'hui 20 capsules. On pourrait dire ça, 20 capsules. Ouais. Puis, tu sais, la nature est écologique. De soi, si on s'en mêle oui. pas, elle est écologique. Oui. Alors, quand tu parles d'un potager éco-responsable, ça sous-entend qu'il y a une main humaine derrière tout ça. Oui. Qui en prend la responsabilité. Effectivement, sans ça, il n'y aurait pas besoin. Donc, effectivement, je vais vous donner aujourd'hui 20 trucs pour rendre votre jardin potager éco-responsable. Alors, c'est le jardin ou c'est l'humain qui dirige le potager? C'est potager qui devient éco-responsable grâce à l'humain. Bon, alors tu vas préciser ta pensée. Je précise Nous ma sentons. pensée. Qu'est-ce que ça signifie éco-responsable? C'est qu'on prend conscience des gestes que l'on fait au potager. Okay? Chaque chose qu'on va faire, on va y réfléchir. On cherche à minimiser les impacts écologiques, puis à réduire son empreinte écologique. Okay? Et en général, éco-responsable, ça rime avec écologique et ça va rimer aussi avec économique. Oui. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de choses que je vais vous donner aujourd'hui, c'est pour faire des économies. Voilà. Parce qu'au bout du compte, il n'y a pas plus économique que la nature quand elle nature. travaille. C'est vrai. Et elle sait travailler d'une manière incroyable. Oui, tout à fait. Alors, Bertrand, allons-y avec, pas capsule, mais truc numéro 1 pour utiliser des semences biologiques à pollinisation ouverte. Bon, c'est celles qui sont contraires aux F1, les fameux F1. Les F1, il faut prendre le père, la mère, les croiser à tous les ans. Les pollinisations ouvertes, ça veut dire qu'on peut prendre une plante qu'on a, une vieille plante qu'on a, la multiplier, récupérer les graines. Donc, on a des semences régionales bien adaptées à nos conditions. Ça peut même plus que régionales, ça peut être des semences familiales, adaptées au terrain. Mm-hmm. On évite que les semences parcourent des milliers de kilomètres. Il faut savoir que quand vous achetez des semences en un grand semencier, là, ça a parcouru, c'est pas cultivé au Québec, c'est cultivé à l'autre bout de la planète. Et puis, on peut récolter ses propres semences, alors, économique. Voilà. Alors, donc, comment tu as tenu la devise? J'essaie. Économique et écologique. C'est bon. Truc numéro 2, faire ses propres semis. Bon, ça, c'est avantageux. C'est avantageux. On va éviter les déplacements, donc de l'essence. On va être co-responsable parce qu'on va utiliser moins d'essence. On va réutiliser ses pots. On n'a pas besoin d'acheter des pots à tous les ans. Moi, ça fait des années que j'utilise des pots. Des variétés mieux adaptées, et plus de choix de variétés. Alors, c'est ça. Le chien a décidé de rentrer dans l'émission. Et le chien s'appelle Fourmi. Est-ce qu'on met Fourmi à la porte du studio? Mais non, on continue. Allez, on continue. Il va se calmer. C'est Fourmi qui essaie de nous parler. Peut-être que ses points de vue sur l'écologie, lui aussi. C'est ça, il dit que j'ai raison. Je suis sûr que c'est ça qu'il dit. Il dit que j'ai raison. Je suis sûr que c'est ça. Et le truc numéro 3, M. Bertrand, cultiver en planches permanentes. C'est pas des planches madriers qu'on s'envoie en arrière de la tête. Là. Alors, je vais vous référer à l'émission Cultiver à la planche, où on en a déjà parlé, mais je vous reviens. Donc, on évite de tasser le sol, ce qui est une très bonne idée puisqu'on protège la vie du sol. On respecte et on concentre la vie du sol à un certain endroit, donc on l'améliore. Au lieu de faire toute la superficie, on le fait là où on en a besoin. Donc, on va faire des économies d'amendement, des économies d'engrais, des économies de paillis. On concentre la matière organique et la fertilisation là où la plante en a réellement besoin. Donc, moins de travail, plus d'économie, économie de temps, économie d'argent.
Et puis, ça va nous faciliter le compagnonnage et rotation. Avec une bonne planche, là, c'est beaucoup plus facile de savoir où est-ce qu'on est rendu. Là. Moi, j'ai mon petit plan. Faut le dire vite quand c'est un plan. C'est plutôt du gribouillis, mais je le garde à tous les ans. Je fais ma rotation avec ça. Donc, c'est un bon moyen de le faire. C'est un bon moyen. Puis, tu n'as pas besoin à ce moment-là d'utiliser le rotoculteur que tu dois louer, que tu dois transporter. Tu t'éreintes là-dessus. On est loin de là. On va en reparler du rotoculteur parce que là, on est très loin de là. On est loin de ça. C'est ça. Truc numéro 4. Travailler le sol plutôt que de le surélever. Parce qu'il y a une tendance actuelle. C'est une grosse tendance actuelle, puis ça me fait toujours un petit peu de peine de voir ça. Bon, je comprends pour les gens qui ont mal au dos, là, qu'on surélève, mais surélever un bac de 30 cm, là, c'est pas une bonne idée, là. Pourquoi? Parce que ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre du terreau. Ce terreau, il vient d'où? Il vient des champs. Si vous prenez des champs, c'est pas une bonne idée. C'est de la destruction des champs, c'est de la destruction des milieux naturels. C'est aussi... Puis au Québec, elles ne viennent pas du Québec en plus, elles viennent de l'extérieur parce qu'au Québec, on ne peut pas faire ça. Okay? C'est assez rare. Donc, vous allez utiliser du terreau commercial qui va détruire des terres agricoles et qui va utiliser du pétrole. La solution, c'est un potager au sol que vous allez amender, puis là, vous allez obtenir une fertilisation à long terme. Alors, si vous prenez le sol que vous avez, puis j'ai fait une expérience à Boucherville dans un terrain qui était vraiment mauvais, j'ai mis des quantités de compost importantes, et là, au bout d'une année, on avait déjà des résultats, mais au bout de 2-3 ans, on a encore plus de résultats parce que la terre devient fertile. Alors, au lieu d'acheter des bacs surélevés, des affaires, des trucs qui coûtent des fortunes, on fait une planche, on la prépare, puis au fur et à mesure des années, on va gagner en productivité. Puis la terre est souple, elle est profonde, oui. Alors, Pierre, Bertrand, bon, on passe à je toi. ne te lancerai pas de pierre. Non. OK. Phew! Le truc numéro 5, ne pas retourner le sol. C'est là qu'on arrive avec le rotoculteur. Le rotoculteur, on l'oublie. On l'utilise une fois, rotoculteur, en début, quand on commence un nouveau potager, que la terre est dure, ça, on peut le faire. Mais sans ça, on ne retourne plus la terre. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que le retournement du sol détruit la vie du sol. C'est la destruction de la vie du sol. Pourquoi? Parce que toute la bonne vie du sol, et on va en parler dans un prochain balado, qui est dans les premiers centimètres, on le met en dessous. Donc, ils n'ont plus assez d'air pour respirer. On place aussi la mauvaise terre qui est en dessous sur le dessus, ce qui n'est pas logique. Quand tu retournes? Quand on retourne, on prend la mauvaise terre qui est en dessous, on la remet dessus, et on prend la bonne terre, on la remet dessous, ce qui n'est pas tellement une bonne idée. Il y en a qui vont dire que la plante va chercher avec ses racines en profondeur, mais tu dans nuis un potager au Québec, là, la plante ne descend pas beaucoup de racines pendant l'été. Il est assez court notre été. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brasser la terre sans la déplacer, soit avec la grénilette, la griffe de jardinage, ou si vous voulez vraiment pas faire, vous prenez une fourche à bêche puis vous tournez la fourche à bêche. C'est un peu plus dur pour le dos, la fourche à bêche, là, mais grélinette et griffe de jardinage, c'est parfait pour ne pas retourner le sol. Oui, puis pour des gens qui ont des constitutions plus fragiles, oui. C'est beaucoup moins exigeant physiquement de travailler comme ça. Oui, absolument. Le truc numéro 6, on amende notre sol. Quand on fait des récoltes, on exporte de la matière organique. Ce qu'on mange, c'est de la matière organique. C'est du futur compost, si je peux me permettre. Donc, on l'exporte. Donc, il faut le compenser. Alors ça, si on l'exporte continuellement puis on ne compense pas, on va le perdre. Donc, on va amener des amendements organiques qui sont du compost, du fumier composté, de la tour de sphène dans des besoins particuliers. OK? Mais en général, c'est compost ou fumier composté. C'est principalement ça qu'on utilise comme organique. Oui. Et puis, les minéraux, la chaux, le gypse, le soufre, le biochar, OK, et le sable. Bon, alors là on s'arrête. Biochar, Bertrand, ça, c'est pas tellement connu. Biochar, c'est assez nouveau sur le marché, effectivement. Biochar, c'est du charbon de bois qu'on va utiliser dans le sol et qui va retenir les éléments notamment les plus petits, la bactéries et compagnie. Il va les retenir entre ces petits trous du biochar et ça va amender le sol, ça va le rendre encore plus vivant, là, tu sais. Et le sable, je sais qu'il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas mettre de sable dans le sol. Ça dépend du sable et ça dépend des conditions. C'est des techniques qui sont utilisées. Si vous lisez, par exemple, Soltner, un grand spécialiste français, lui, il va utiliser des sables dans certaines conditions, mais ce n'est pas tous les sables. Donc, c'est comme la tour de Sphène et le sable, c'est des conditions particulières, on peut les utiliser. Bon. C'est donc bon pour les organismes du sol. Et puis, je vous invite à voir le balado, les multiples bienfaits des amendements. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. La
gamme des engrais 100% naturels bioniques est éco-responsable et certifiée biologique par Québec Vrai. Le jardinier exigeant y trouvera des engrais adaptés pour ses semis, ses fines herbes, ses fruits, ses légumes, ses fleurs annuelles et vivaces, ses arbres, arbustes et conifères, ainsi que ses plantes d'intérieur. Ces engrais peuvent facilement être associés à Bionique Compost Marin et Forestier lors de la préparation du sol et à Bionique Algues Marines pour la fertilisation d'entretien. Vous bénéficiez ainsi de leur synergie. La gamme Bionique est en vente dans les centres de jardin. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors Bertrand, on y va avec maintenant pour le jardinage éco-responsable. Oui. Les potagers numéro 7. Numéro 7, Oui. utiliser les engrais naturels et biologiques. Donc, les engrais de synthèse, c'est un effet rapide, mais ça a des effets défavorables sur la vie du sol. On sait ça maintenant. Alors c'est une vision à court terme, court terme. d'utiliser ça. Alors que l'engrais naturel, ça a des effets lents, des effets positifs sur les propriétés chimiques et biologiques du sol. Donc, on va être plus vers les engrais naturels et biologiques que vers les engrais de synthèse qui, à long terme, on a un effet rapide. La plante, on la voit tout de suite là, en quelques jours qui va mieux, mais et c'est pour ça que vous avez, par exemple, du 20-20-20, donc 20 unités d'azote, 20 unités de potasse phosphorique, alors Ça que... part en grand. Alors que dans les... Ça part vite, là. Ben oui. Ils vont utiliser 2-3, alors que dans l'engrais naturel, souvent, vous avez 2, 3, 4. C'est suffisant, puis ça va prendre quelques jours, quelques semaines. Donc, vous faites moins souvent des arrosages ou des installations d'engrais, mais à plus long terme, c'est bénéfique pour votre sol. Alors, court terme et long terme, ça dépend de notre point de vue. Bien, éco-responsable, c'est long terme. Tout à fait. Le truc numéro 8, pratiquer la culture bio-intensive. Est-ce que ça peut faire peur? Ça peut faire peur, peut-être, Oui. là, mais tu ne devrais pas en avoir peur parce que c'est ce que je fais dans notre potager. Donc, c'est maximiser l'utilisation du sol pour une intensification des cultures. C'est-à-dire qu'on a des petits potagers et ça permet de l'utiliser au maximum. Le potager de nos grands-mères, ils faisaient 100 par 100, là, ils avaient de la place, puis ils mettaient ça large. Mais nous, on va réduire, on va venir beaucoup plus bio-intensif. Ça va favoriser le recyclage de circuits courts de matière organique, hein, donc c'est plus petit. Ça ne demande pas d'outillage onéreux et énergivore, parce qu'on va faire tout à la main. Ça réduit, ça élimine complètement l'usage d'intrants. On est tellement serré là qu'avec le compost et puis un petit peu d'engrais, on est correct. Oui. On va minimiser la part alimentaire accordée de l'empreinte écologique au jardinier et à sa famille. C'est-à-dire que le potager, lui, il a une certaine empreinte, mais on pourrait laisser le reste du jardin sans aménagement, si on est dans un grand terrain ou quoi que ce soit. Oui. Donc, on va minimiser l'impact écologique. Et puis, on réduit la présence des herbes spontanées, puisque j'ai décidé d'enlever de mon vocabulaire mauvaises herbes, parce qu'elles ne sont pas si mauvaises que ça. Donc, les mauvaises herbes, les herbes spontanées, il y en a moins parce que les plantes sont plus tassées, donc il y a moins de problèmes. Puis il y a moins d'évaporation aussi par rapport au soleil. Moins d'évaporation au soleil et tout ça. Mais les Chinois, dans les villes qui disposent de moins de terrain, cultivent en intensif. Il y a beaucoup de monde, à la beaucoup de monde. Les gens qui n'ont pas beaucoup les de maraîchers, terre. en général, cultivent en intensif. Mais on n'est pas habitué en Amérique du Nord à ça. Non, parce qu'on a de la place. C'est ça. Les maraîchers européens, là, les maraîchers qui ont nourri Paris au 19e siècle, je vous assure, quand vous regardez les distances de plantation, c'est quelque chose. C'était serré. C'est très serré, Oui. puis c'est très vite, là, ça tourne très vite. Là. Maintenant, le truc numéro 9, tolérer les herbes spontanées, tu y reviens. J'y reviens. En long et en large. Donc, Oui. on a parlé de mauvaises herbes. Maintenant, on a l'impression d'avoir d'herbes indésirables. Et maintenant, moi, j'appelle ça des herbes spontanées. Celles qu'on ne veut pas, elles arrivent spontanément. Donc, j'enlève le côté mauvais de la chose parce qu'elles ont des effets potentiels. Elles structurent le sol à l'aide de leurs racines. C'est comme une autre plante. Hein. Elles alimentent le sol en matière organique lorsque les racines se décomposent. Hein. Elle offre une couverture du sol, ce qui limite l'évaporation. Encore une fois. OK, on est de plus en plus, là, on entend parler beaucoup des cultures de couverture. Les mauvaises herbes, les herbes spontanées peuvent le faire. OK? Il y a un certain contrôle. Et puis aussi, elles vont attirer les insectes utiles. OK? Donc, il y a certaines qui vont attirer les insectes ravageurs, mais la plupart, les insectes utiles. Donc, moi, ce que je fais maintenant, c'est que je tolère quelques mauvaises herbes non désirées dans mon potager. J'arrête de courir après la première mauvaise herbe, là.
et les rendements n'ont pas changé. Non, c'est ça. La même chose. Donc, ce que je fais, c'est que j'enlève surtout les grandes herbes, c'est de trouver l'équilibre. Puis peut-être, c'est pas de tout laisser ou de tout enlever, c'est tranquillement commencer à trouver l'équilibre là, dont vous avez besoin dans votre potager. C'est ça. Puis il y en a qui disaient de casser la terre avant la pluie pour que la terre absorbe davantage la pluie. Oui. Bon, pour nourrir puis éviter des arrosages. Certains pourraient dire, quand j'enlève mes mauvaises herbes, j'ameublis ma terre aussi. Oui, mais tes mauvaises herbes, elles vont avoir des racines qui vont descendre, puis elles vont remonter l'eau. Tu vois, Elles on remontent ne voit l'eau. plus les choses de la même C'est façon ça. qu'avant. Et finalement, si vous désirez les enlever, vous les laissez sur le sol, c'est de la matière organique. Hein? Puis il y a de l'humidité là-dedans, ça va être dans le sol. Alors, Laisse mourir là. Oui, c'est de trouver l'équilibre. Hein? C'est de trouver l'équilibre, c'est de faire ses tests, c'est de trouver l'équilibre. C'est ça, être éco-responsable, c'est de trouver son équilibre. Mais il y a juste une limite. Quand tu as tellement d'herbes spontanées que tu ne vois plus tes légumes. Ah ben non, ça là, c'est sûr. Là, ça c'est sûr. Okay, Là, c'est pour ça que je parle d'équilibre. Truc numéro 10. Contre les insectes ravageurs et les maladies, soyons... Tolérants. Voilà. On va contrôler plus lutter. J'aime pas le mot lutter en termes parasitaires parce que c'est pas une lutte à finir. Là, c'est un contrôle. Hein. Parce qu'ils ont le droit de vivre eux aussi. C'est ça, de toute façon, vous n'arriverez pas à les éradiquer. Alors, ça ne sert à rien de lutter parce que pour les lutter, il va falloir détruire la plante à peu près. Là, tu sais. Donc, on va accepter qu'il y a quelques insectes ravageurs, quelques maladies qui se présentent au potager sans intervenir. Et puis, quand on va voir qu'on va établir un seuil de tolérance, là, on va mettre en place les méthodes les mieux adaptées. Hein, on va y aller tranquillement, là. Et on va y aller avec des gradations de la méthode d'intervention, du simple ramassage à l'utilisation de biopesticides, mais pas de pesticides. Donc, des biopesticides. Mais les biopesticides, on reprenait, il y a une émission aussi là-dessus, c'est pas évident, les biopesticides. Il y a des problématiques avec les biopesticides. Hein. Oui. Donc, il faut faire attention. Bon. C'est pas anodin, les biopesticides. C'est quand même un pesticide, là. Oui. C'est quand même fait pour tuer. C'est biologiquement pour tuer, mais c'est fait pour tuer. Mais c'est moins invasif. C'est moins invasif, ça dure moins ça. longtemps dans le sol, puis tout ça. Le scarabée japonais, par exemple, ça, c'en est un exemple. Oui, on va utiliser des toiles d'exclusion, ce qu'on appelle des toiles d'exclusion. Oui, pour les empêcher d'aller gruger les... Et tu arrives à contrôler comme ça. C'est un peu plus sportif. C'est un peu plus sportif. C'est ça. Le truc numéro 11. Contre les insectes et les maladies, on utilise des biopesticides, mais qu'en dernier recours. Bon, alors on est rendu au truc numéro 11 pour l'éco-responsabilité. C'est ça. Contre les insectes et les maladies, n'utilisez des biopesticides qu'en dernier recours. Oui, parce que pesticides, c'est la chimie de synthèse, donc c'est une dégradation dans l'environnement et souvent qui est très longue. Hein. On retrouve des produits pesticides pendant très longtemps, alors que les biopesticides ont une dégradation rapide. Il faut savoir, par exemple, que les biopesticides sont dangereux pour d'autres insectes que ceux que l'on cible. Ah, ça, par exemple, il faut s'en souvenir. Il faut s'en souvenir, parce que c'est ce qu'on appelle un large spectre. Là, donc, les pesticides sont souvent très spécialisés pour une espèce, mais là, ils sont un peu plus larges. Donc, on va les utiliser en dernier recours quand vraiment on n'a plus le choix, et donc dans les meilleures conditions possibles. Les meilleures conditions possibles, ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas obligé d'arroser toute la plante au complet si vous avez un problème. Peut-être que juste quelques endroits vont suffire pour contrôler avec des petites quantités plutôt que de venir avec une grosse quantité puis d'arroser tout le jardin au complet. Alors, quand tu dis vraiment ciblé, là, ça ciblé, peut être micro-ciblé. Oui. Micro-ciblé, oui. Ah, oui. Oui. Bon. Puis ça, les biopesticides, c'est disponible partout, il y en a plein facile. maintenant. Il y en a plein maintenant. Avant, ça a été compliqué, mais maintenant, il y en a partout là, pour les maladies, pour les insectes, pour tout. Ça ne marche pas pour tous les insectes, là. Notamment ceux qui ont des grosses carapaces. Là. Tu parlais tout à l'heure des scarabées japonais. Ça ne marche pas bien, là, parce que c'est des grosses carapaces. Là. Oui. C'est des chars d'assaut. Ça marche quand on arrive à tuer les vers blancs dans le gazon. Ça, c'est quand même appréciable. C'est quand même appréciable. Oui. Quand on a une infestation, parce qu'autrement, on vit avec. On vit avec, oui, c'est ça. Truc numéro 12, attirer les insectes utiles. Donc, ça va nous aider à contrôler les insectes ravageurs. Il faut savoir que 95% des insectes sont utiles, 5% sont des ravageurs, et que ces 95%, il y en a un certain nombre qui se nourrissent des ravageurs. Ils sont ravageurs de ravageurs, ils parasitent les ravageurs. Donc, ils vont aussi aider à la pollinisation, hein, c'est important. Et donc, pour la pollinisation, on va avoir les plantes indigènes qui attirent les insectes utiles. On va avoir les plantes qui sécrètent un composé de soufre qui chasse de nombreux insectes prédateurs et qui réduit la présence de certaines maladies. Quoi? Qu'est-ce que c'est, ces plantes-là qui sécrètent du soufre? C'est toutes l'ail. Ah ben oui. Toutes les alliacées. Oui, t'as raison. Toutes les alliacées, c'est du soufre et ça éloigne assez bien en général.
Comme dans l'ail, c'est souvent le bulbe est rarement atteint. C'est les feuilles qui sont atteintes, là, mais c'est souvent le bulbe n'est pas atteint parce qu'il y a beaucoup de soufre. Hein, c'est ce qu'on mange, c'est le soufre. Tiens Il y a les donc. plantes qui enseignent les ravageurs par leurs odeurs. Hein, on pense à la tanésie, on pense à l'armoise, on pense à toutes les plantes aux fines herbes, là. Les plantes qui attirent les insectes bénéfices et pollinisateurs, c'est drôle parce que dans les fines herbes, il y en a qui attirent les insectes pollinisateurs et bénéfiques, mais qui repoussent les insectes ravageurs. C'est très vrai. C'est assez naturel, là. Oui. Et puis celles qui éloignent les insectes ravageurs, puis attirent les insectes bénéfiques. Donc, plus on a de diversité, plus on a de biodiversité, on va avoir des possibilités. Puis je vous invite à écouter le balado, le contrôle biologique des fruitiers et des légumes. Là. On parle plus en détail de cet élément-là. Oui, la biodiversité. Oui. Plus tu as de types de plantes, plus tu te prémunis contre toutes sortes d'infestations, dans le fond. Ben oui, c'est clair. Parce qu'une plate-bande de fines herbes, ce n'est pas attaqué ni par les animaux, ni par rien. Rien. C'est Mais c'est ça. fou, C'est comme on le sait maintenant, les gens qui vivent sur des îles puis qui ne sortent pas de leurs îles, à un moment donné, il y a de la consanguinité, il n'y a pas de nouvel apport génétique. Ben c'est un peu pareil dans le jardin. Et puis c'est pareil avec la monoculture. Si vous avez un 50 hectares de maïs, ben dans 150 hectares, si vous avez la pyrale part, eh ben la pyrale est partie, puis elle n'a pas d'arrêt. Alors que si vous avez un peu de soja, un peu de ceci, un peu de cela, ben ça la bloque. Ah, ça bloque les avancées, c'est ça. C'est ça, naturellement. Truc numéro 13, produire son propre compost. Facile. Oui, c'est assez facile. C'est vraiment facile. Ça permet de recycler la matière organique, hein, oui. Donc on en a besoin. On évite de déplacer les déplacements d'intrants plutôt que de prendre ça, de mettre ça dans le bac, envoyer le camion au centre de compostage, récupérer le compost puis le ramener. Ben, c'est co-responsable parce qu'on se déplace pas, on n'a pas besoin de carburant. Mais voilà. Alors, tu te promènes, les résidus de table, ça s'en va là. Les résidus végétaux. De table qui vont au compost. Ça. Alors, tu fais ta propre gestion. En plus, ça te garde en forme. Oui, même l'hiver, tu vas être obligé d'aller les mettre dans le composteur parce que tu ne peux plus les mettre. Compostage à froid, c'est 40 degrés Celsius quand on parle de compostage à froid. Puis à chaud, c'est 60 degrés Celsius. OK? C'est deux techniques différentes. Oui. La plupart du temps, vous faites du 40 degrés Celsius à froid parce que vous continuez à en rajouter continuellement. À chaud, vous faites un tas, le tas va chauffer à 60 degrés, puis après ça, il va commencer à se décomposer. Mais c'est vraiment pas réaliste pour non, des c'est maisons ça. banlieue Sauf qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est qu'il y a moins de destruction de spores et de maladies et des œufs d'insectes contenus dans celui à 40 degrés. À 40 degrés, il y a moins, il risque d'y avoir un petit peu plus de maladies, mais tu ne mets pas tes plantes malades là-dedans. Moi, je mets les plantes malades, mais je ne mets pas les plantes très malades. OK? Quand je vois qu'il y a des choux qui sont très malades ou des choses comme ça. Là. Mais de toute façon, là, à un moment donné, tu les mets, puis les œufs sont là, mais si le voisin en a, ben c'est ça. Ça s'en vient quand même. Ça s'en vient quand même. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Le potager urbain et le jardin fruitier facile et naturel sont des livres de base pour cultiver des plantes comestibles. Pour aller un peu plus loin, je vous propose aussi le potager productif sur les rotations et le compagnonnage et le jardin en pot pour les cultures en contenant. À partir de mon expérience personnelle d'horticulteur, je vous propose des centaines d'informations utiles qui rendront plus facile votre pratique du jardinage. Tous mes livres, produits 100% localement, sont en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, on aborde maintenant le truc numéro 14. Je ne sais pas si tout le monde a noté tout ce que tu as dit depuis le début. De toute façon, tout est sur le site. Hein? Oui. Une chance. Rappelons-le que tous les textes sont sur le site. C'est de l'information qui est doublement mastiquée. C'est ça. Vous pouvez l'écouter, vous pouvez la lire, vous pouvez l'écouter. Non, l'écouter en la lisant, ça ne marche pas parce que c'est pas le verbatim que je fais. Là, ce serait trop compliqué. Alors, numéro 14, cultiver uniquement ce dont on a besoin. Oui. Là, ça s'appelle pousser la réflexion très loin, dans l'éco-responsabilité. On évite le travail inutile.
Pourquoi cultiver des choses qu'on ne va pas utiliser? On évite l'utilisation d'intrants inutilement. Donc, encore là, des économies. On évite le gaspillage alimentaire. Si vous avez besoin de 10 livres de tomates puis vous en faites 40 livres, si vous ne savez plus quoi en faire après, c'est pas plus avancé. Non. Elles vont aller dans le compost, tu vas me dire. Mais quand même, c'est de l'intrant puis du travail. Et puis, donc, ce qui veut dire que vos quantités de légumes que vous produisez doivent être examinées chaque année. Moi, je le fais chaque année. Ben oui. Je reprends ma liste et je regarde. Il y a des choses que j'enlève. On a fait des tests et puis ça marche pas. C'est pas bon, on aime moins ça. Ou c'est trop productif pour nos besoins. Pour nos besoins, c'est ça. À un moment donné, on faisait du kale. On a fait 5, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1. On était à un kale, puis on en a en masse pour l'année complète. C'est ça, parce que ça donne, comme tu dis, rien. C'est des énergies inutiles. C'est ça. Fait que là, on se retrouve avec beaucoup de kale, puis on essaie de refourguer notre kale, mais personne n'en voulait. Bon, alors, truc numéro 15. Utiliser les variétés de fruits résistants aux maladies. Ça s'appelle bien partir. Donc, c'est vraiment, c'est particulièrement vrai pour les fruitiers. Hein. On sait que les fruitiers, il y a beaucoup de problématiques. En réalité, c'est des variétés non traditionnelles. Là. Si vous allez avec la Cortland, la Macintosh, tout ça, c'est bourré de maladies en réalité, puis de problématiques. Mais il existe sur le marché des variétés maintenant qui sont beaucoup plus résistantes. Elles ne sont pas exemptes de maladies, elles sont résistantes aux maladies. Donc, vous allez moins utiliser d'intrants, vous allez moins avoir de problèmes, donc notamment la tavelure et des choses comme ça. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça de choisir. Et ces variétés sont excellentes aussi. Là. Il suffit de les avoir goûtées pour savoir qu'elles sont très, très bonnes. Là. Donc, on peut aussi sélectionner des variétés locales puis bien adaptées aux conditions de culture. Je pense notamment aux gens plus au nord de Montréal, puis Québec et tout ça. Bien, il y a certaines variétés qui vont pas passer l'hiver parce que c'est trop froid, puis il y en a qui vont passer l'hiver. On s'entend qu'avec les changements climatiques, ça commence à changer. Ça modifie des choses. Mais déjà, on peut, si vous prenez, il y a certaines variétés de pommes qui sont des variétés en zone 5 ont déjà de la difficulté. Si vous êtes en zone 3 puis vous les plantez, oubliez ça. Là, non, tu n'auras pas de résultat. Tu n'auras pas de résultat. Fait que tu vas aller acheter un produit parce que ça ne vaut pas le coup de les faire toi-même. Tu vas acheter le produit, tu vas acheter, puis finalement, au bout de 10 ans, tu vas avoir un bel arbre, mais tu n'auras jamais une pomme dedans. C'est ça. C'est un peu décevant. Le truc numéro 16, maintenant, respecter les distances de plantation des arbres fruitiers. Oui, c'est important parce que il faut qu'il y ait de l'air. Hein. Vous allez dans les vergers, là, il y a des grandes allées, c'est pas juste pour passer le tracteur, c'est pour que l'air circule contre les maladies. Donc, on se renseigne avant de planter parce que vous avez des arbres qui sont nains, semi-nains, qu'on appelle des hautes tiges. Mais si vous plantez des hautes tiges à toutes les 5 mètres, là, vous n'allez pas vous en sortir parce que ça devient tellement large que ça va devenir un fouillis. Mais planter des nains à toutes les 5 mètres, c'est pas un problème. Là, Donc, vraiment connaître. Connaître le porte-greffe puis le développement final pour que ne serait-ce qu'il y ait de l'air qui circule, mais que vous puissiez aller les cueillir. Le côté pratique n'est pas à négliger. Hein? Quand tu sèmes tellement frais, quand tu plantes tellement serré, tu n'es pas capable d'aller récolter. Alors, on est un bio-intensif dans le potager, mais on ne l'est pas dans le fruitier. Hein? Donc, c'est pas tout à fait pareil. J'ai un mot qui m'a traversé l'esprit. C'est comme, entre parenthèses, slack. Oui, c'est en plein. Voilà, c'était le bon mot, bravo. Je vous félicite pour votre excellent français. Je vous remercie beaucoup. C'est excellent français. Ça évite aussi les tailles trop importantes. Plus c'est gros, plus il va falloir tailler pour le maintenir. Donc, moins de maladies puis des récoltes plus faciles. Donc, on a fait le tour. Bon, alors ça, c'est pour les arbres fruitiers, respecter les distances. Maintenant, le truc numéro 17. Ouais. Conserver les surplus de récolte. Oh, je sais que celui-là, tu l'aimes particulier. Donc, je vais vous donner ça rapidement, là, parce qu'on fera une émission là-dessus un jour. Conservation au réfrigérateur, donc de courte durée. Il y a la congélation, il y a la conservation, la conserverie. La mise en conserve, il y a le séchage, puis la lactofermentation. Donc ça, c'est les 5 grandes manières de conserver vos fruits, vos légumes, vos récoltes, là. Et donc, il faut jouer un petit peu avec tout ça. Par exemple, si toutes vos tomates sauce arrivent en même temps ou à peu près, puis que vous êtes pour une raison ou pour une autre, la mortalité dans la famille, des enfants qui retournent à l'école, whatever. Il y a des moyens de contourner tout ça. Vous pouvez les congeler. Donc, vous pouvez les congeler. Puis votre tomate, vous pouvez les sécher. Donc, c'est pas forcément 1 pour 1, là.
Vous pouvez faire des compotes, vous pouvez faire des confitures, vous pouvez faire des ketchup verts, vous pouvez faire des ketchup rouges. Non, oui, On a toutes sortes de mais situations. connaître les méthodes de conservation, ça nous évite beaucoup, beaucoup de gaspillage et de temps perdu. Et je pense que l'année prochaine, tu vas nous en parler un peu. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, moi Je non suis en plus. train de réfléchir à la question. La question. Entre-temps, numéro 18, partager les surplus des récoltes. Celle-là aussi, je l'aime beaucoup. Pour éviter le gaspillage. On ne jette jamais ce qu'un Rien. potager a produit. Puis, j'ai oublié quelque chose de très important pour toi dans les méthodes de conservation, c'est les bouillons. Ben oui. J'ai oublié les bouillons. Ben oui. La reine du bouillon. La reine du bouillon. Les bouillons de légumes, là, Ouais. à la fin de la saison, début de saison, il y en a plein. Donc, on partage avec les familles, les amis, les organismes communautaires aussi. Puis, on peut conserver frais et mis en conserve. Hein, congélation, c'est plus compliqué, mais si vous avez, à un moment donné, vous vous rendez compte que vous avez ramassé 100 livres de pommes, puis que là, vous ne les mangerez pas toutes, là, puis que vous les avez toutes mis en pot, ben, à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous allez voir un organisme, vous dites, bon, elles sont scellées, elles sont parfaites, elles sont bonnes, je te les donne, puis entre partir, vous redonne vos pots, vous rachetez des pots, vous débrouillez, mais on jette pas la nourriture. Oh non. Pas éco-responsable, c'est anti-gaspillage, ça va Absolument. ensemble. À 100 Puis tu parlais des bouillons. Tu parlais des bouillons tantôt. Les parties d'un légume qui ne sont pas... c'est trop ligneux. Ouais. C'est pas... Il y a de la saveur là-dedans aussi. À part les feuilles qui sont vraiment dégradées, si on ne regarde pas ça, c'est le compost qui s'en Un jour, tu occupe. nous parleras de tes fameux bouillons, là, où est-ce que tu mets tout ce qui est faisable et imaginable dans ton mais bouillon, encore bon. Mais tu ne le mangerais pas, personne ne le mangerait. puis qui est plein de bonnes choses, Mais, parce qu'il y tout a à encore fait. plein de vitamines, là. Ça. Alors, on jette rien. Rien. Bon. Alors, le numéro 19, récupérer le terreau des pots des années passées, année après année, Oui. au lieu de passer son temps à aller se réapprovisionner Voilà. en sac de terre C'est à la ça. quincaillerie. C'est ça. Là. On peut en acheter quelques-uns pour y aller. Donc, on vide les pots, puis on met la terre en tas ou dans des sacs, hein, dépendant de la situation. Puis, au printemps, on va amender le terreau. Donc, on va utiliser notre compost ou du compost qu'on achète. Puis, on brasse de manière à bien mélanger tout ça. Puis, on fait 3 mélanges en général pour les plantes gourmandes, les plantes moyennement gourmandes, les plantes peu gourmandes. Donc, vous commencez à connaître mon truc là-dessus, là, les 3 types de plantes différentes. Donc, le terreau, là, il y a du terreau que je l'utilise d'année en année. Là, je ne change pas tous les ans parce que Ben non, ça quand n'a vous pas avez de bon beaucoup de sens. pots, ça coûterait une fortune. Là, puis au pire, si vous voulez changer votre terre à un moment donné, ce que vous faites, là, c'est que vous pouvez en enlever la moitié, remettre la moitié de Ouais. neuf, puis vous la remélanger. Donc, la moitié, vous ne la mettez pas au vidange. Vous la remettez sur le sol, vous la remettez dans le compost, vous la remettez n'importe où vous pouvez. T'enrichis, puis tu peux Voilà. l'enrichir au fil des ans. Mais Bertrand, des gens qui font de la culture en pot, Oui. sur des galeries, Oui. c'est la même chose. La même chose. On ne jette pas cette Non, terre-là. on met ça dans les sacs de plastique. Oui. Quand vous le faites Mais la première à moi, fois, vous c'est gardez ça. vos sacs de plastique, puis vous les remplissez à l'automne, vous les mettez en tas, puis là, vous les ressortez. Puis si tu utilises des smart pots, tu peux laisser la terre dedans, t'enlèves la moitié. Ouais. Mais si au pour des raisons printemps, techniques, tu as besoin de l'enlever dans le Smartpot, tu les mets dans les sacs, Un la même sac. chose. Ça vient de s'éteindre. Ça vient de s'étendre. Truc, numéro 20. Récolter les semences des variétés à pollinisation ouverte. On boucle la boucle, donc. Et oui, effectivement, si vous faites vos propres récoltes de semences, OK, ça va vous permettre de faire des économies. Vous n'aurez plus besoin d'aller acheter de semences, là. Et donc, puis vous avez vos propres variétés qui sont bien adaptées à votre terrain d'année en année. Et puis, comment est-ce que vous faites? Ben, vous allez choisir, ça très rapidement parce qu'il y a beaucoup de techniques, il y a un petit peu de technique là-dedans. Mais vous choisissez les plus beaux fruits, les plus représentatifs de la variété. Nous, on le fait on a une variété de tomates qui s'appelle la Rose di Salada, hein, qu'une dame nous a donnée il y a Ça fait plus de 20 ans. plus de 20 ans, ça fait presque 30 ans. Oui. Ça fait presque on garde 30 les ans. semences. Puis on n'a jamais retrouvé ça. C'est quasiment impossible à trouver dans le commerce. C'est Et vrai? pourtant, Elles t'en trouves aux sont très États-Unis. bonnes. Ça a été fait dans les années 1950 aux États-Unis. Ouais. C'est ce qu'on appelle une tomate cocktail, c'est-à-dire que c'est plus gros qu'une tomate cerise et c'est plus petit qu'une tomate ordinaire. C'est une cocktail, elle est très bonne. Alors, La petite tomate rosse. La petite tomate oui, la rosse, dame nous l'avait envoyée quand on avait l'émission C'est ça. de radio De à radio, c'est CKAC, ça. Télémédia, je pense. Et puis, donc, On n'a c'était, jamais retrouvé, j'ai on n'a jamais retrouvé la dame. mais on n'a jamais retrouvé la dame, on n'a jamais Mais retrouvé on a encore les semences. de semences ailleurs, mais on a encore des semences C'est et ça fait 30 ans incroyable, qu'on récupère d'année en année. Puis elle est bonne, elle est bonne. Elle goûte la grosse tomate, Oui, mais petite. mais petite. Ah, elle est une incroyable. peau fine. Donc, Oui, voilà, c'était 20 trucs pour vous aider à être éco-responsable. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, mais c'est pour vous dire que
en réfléchissant avant de commencer à travailler, ben, on peut faire des économies dans notre portefeuille, on peut faire des économies d'intrants pour la planète, puis on peut faire un geste responsable, écologique et responsable qui nous évite. C'est beau le potager, mais si en plus de ça, c'est pour détruire, ben on va essayer de le détruire le moins possible, puis d'avoir le meilleur, de mieux protéger. Et c'est mon grand rêve un jour, c'est que tous les terrains de banlieue soient des potagers éco-responsables. Ça serait tellement magnifique. Là. Mais oui, puis on le fait, puis c'est en tout cas, ça peut devenir contagieux. Oui. Alors voilà, on a fait le tour du potager. Hein? On va mettre terme à ce balado. Puis on vous invite à consulter la page radiolégumes.com. Oui, c'est ça. Radiolégumes.com. Oui, il y a plein d'informations écrites. Ben oui, c'est ça. Si vous ne voulez pas nous entendre, vous allez lire. Ben vous pouvez faire les deux. Vous pouvez faire les deux. Il n'y a aucune limite à écouter les balados, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand ça vous tente, vous avez une petite déprime, vous écoutez Radio Légumes et compagnie. Vous ne trouvez pas drôle, vous ne l'écoutez pas, vous l'écoutez la semaine d'après, c'est correct. Et on remercie Bionic de Gloco, ainsi que Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour l'assistance technique. Monsieur Bertrand, merci beaucoup. On retourne à nos oignons. Bonne semaine tout le monde. À la prochaine. Bonne semaine tout le monde. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.